Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment générer des revenus passifs. Alors on va voir la liste des actifs sur lesquels on peut se positionner pour disposer de rendement. Donc on a à mon avis tout d'abord en premier lieu les actifs actions, les actions à rendement qui procurent aujourd'hui un bon rendement. De par leurs dividendes. On a l'immobilier locatif qui est de moins en moins attractif et que je dirais que j'aurais plutôt tendance à déconseiller de plus en plus en fonction des derniers éléments connus. On a aussi un troisième actif qui est les cryptos. Donc les cryptos, c'est quelque chose qui est tendance aujourd'hui, qui a le vent en poupe et qui, ceci dit, représente des risques. Le livret A, bien sûr, que tout le monde connaît, et les obligations. Voilà. Alors après, j'ai intentionnellement occulté tout ce qui est revenu type faire des vidéos sur YouTube, commerce en ligne, etc. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas du tout dans des rendements passifs, puisque ça vous oblige mine de rien, à travailler. Hein. Faire des vidéos, c'est du travail, et du commerce en ligne, c'est aussi du travail. Sauf si, effectivement, vous avez monté un business de commerce en ligne où vous vendez, par exemple, un logiciel qui serait automatiquement attribué à l'acheteur. Donc, vous auriez voilà, des revenus passifs qui rentreraient sur votre compte d'une manière complètement passive. Sachant que le reste du commerce en ligne, c'est quelqu'un commande, vous devez effectivement traiter la commande, envoyer la commande, faire la facturation, etc. Donc tout ça, c'est énormément de travail. Donc j'ai intentionnellement occulté ces revenus qui sont pas des revenus passifs pour moi. Alors comme vous le voyez, je les ai classés par ordre croissant. Et vous voyez que en obligation, moi perso, je conseille, moi sur mes actifs perso, j'ai aucune obligation aujourd'hui, parce que les obligations qui vous procurent un rendement, certes, le rendement est infime aujourd'hui, on a des très très faibles rendements sur obligations, et quand vous achetez une obligation, si les taux d'intérêt montent, eh bien tout simplement vos obligations que vous avez achetées avant que ces taux d'intérêt montent, le prix de vos obligations baisse. Donc en gros, on achète des obligations quand on a des taux élevés. Hein, à une époque, on avait des obligations qui distribuaient 7, 8, 9, voire 10% de rendement. Et ces taux ne pouvaient que baisser. Donc là, on achetait des obligations à ce moment-là. Ces obligations versaient des coupons de 10% par exemple chaque année, et le prix de vos obligations augmentait puisque les taux baissaient, donc tout le monde se jetait sur des obligations qui avaient des rendements plus élevés, et si vous en aviez, effectivement, vous pouviez les revendre plus cher. Aujourd'hui, on est dans un schéma inverse où les obligations valent de moins en moins cher puisque les taux ont tendance à augmenter, et je dirais même à augmenter drastiquement. Ensuite, je préconise toujours une épargne de précaution, un livret A par exemple, ou un LDD, peu importe, ou tout autre type de livret qui vous procure aujourd'hui 1% de rendement. C'est pas grand chose, mais ces taux vont augmenter puisque l'inflation est en train de repartir. Ceci dit, c'est pas le placement miracle, et il faut éviter de déposer trop d'argent sur son livret A, car quand on retire l'inflation, en fait, sur un livret A, vous avez des taux d'intérêt négatifs. Hein. Vous perdez de l'argent chaque année à investir votre argent sur un livret A. Donc ne le faites surtout pas. Par contre, d'en avoir un petit peu, ça vous permet effectivement de pouvoir pallier à certains types de problèmes. Les cryptos,
comme je le dis souvent dans toutes mes vidéos quand j'aborde le thème crypto, les cryptos doivent pas dépasser 3% de votre portefeuille parce que le marché des cryptos est pas encore un marché très stable et donc il y a une très forte volatilité. Donc c'est réservé à des gens qui acceptent la volatilité. Par contre, vous y trouvez des rendements intéressants qui peuvent aller entre 2 et surtout plutôt 9% sur certaines cryptos, voire 10, 12, plus même. Mais restons raisonnables, quand vous avez déjà des cryptos qui vous donnent 9%, aujourd'hui c'est très bien. Le marché locatif, j'y reviendrai plus longuement tout à l'heure, mais c'est un marché qui n'est plus du tout intéressant et qui n'est intéressant qu'en termes de diversification et donc maximum, moi perso, je conseille de ne pas détenir plus de 25% de ses actifs en immobilier. Et par contre, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de visibilité sur le long terme, très long terme. Hein. Évidemment, si on regarde là aujourd'hui sur les 15 prochains jours, on n'a pas de visibilité, mais les actions à rendement sont, à mon avis, le plus intéressant aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a des actions qui procurent de très très bons rendements. Donc pour ma part, je vais vous montrer la constitution du portefeuille, hein, portefeuille Power Trade, que vous pouvez voir là ici. Donc toutes ces actions qui sont en portefeuille, en fait, sont soit dans un PEA pour ma part, soit au sein d'une de mes sociétés, ou soit en compte titre normal. Et donc il faut toujours tenir compte de la fiscalité pour vos revenus passifs, hein, puisque en fait il faut compter en net. Alors, je vais vous montrer un peu ce fichier Excel que vous pouvez vous constituer si vous souhaitez avoir des revenus passifs et les quantifier. Donc, premièrement, ce qui est important, c'est d'avoir une liste complète de toutes vos actions et de vos espèces qui représentent une certaine somme d'argent. Alors ici, c'est mon fichier Excel, mais le vôtre sera forcément différent. Mais ce qui est important, c'est de se comparer d'une année sur l'autre, de voir en termes de performance, par exemple en 2021, on avait eu un peu plus de 30%, et là actuellement on est au mois d'avril, début avril, et on a une performance de 4,78% à l'instant T. Mais tout ça, faut essayer de le voir d'une manière photographique. Maintenant, on va aller sur le fichier dividende, et moi ce que je vous encourage à faire, c'est de dater. Vous voyez là, vous avez les dates, toutes les dates de janvier, février, mars, et au regard des dates, les dividendes qui vont tomber. Et donc là, vous voyez par exemple en janvier, on a les dividendes de Total, Realty Income, Taiwan Semiconductor, Pfizer, et ainsi de suite sur toute la période de l'année. Donc vous avez des sociétés qui versent des dividendes trimestriels comme Total. Donc tous les trimestres, vous retrouvez Total à chaque trimestre. Vous avez des sociétés qui versent trimestriellement. Qu'est-ce qu'on a aussi qui verse trimestriellement? On a Pfizer, on a Shell Midstream Partner, on a Coca-Cola, etc. Et puis on a Realty Income qui verse un dividende mensuel, c'est-à-dire tous les mois le dividende tombe. Donc voilà, vous avez ici un tableau représentatif de tous les dividendes qui sont prévus de tomber sur l'année 2022. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est effectivement l'addition de tous ces dividendes mensuels. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que mensuellement, nous avons 6271 € qui tombent au mois de janvier. Au mois de février, effectivement, c'est un mois au niveau moisson dividende qui est beaucoup plus faible comme le mois de mars. Là, on a 2527 €. Et puis au mois d'avril, on a 6334 € de dividendes. Au mois de mai, c'est
aussi un mois favorable, vous avez 5 978 €, etc., etc., jusqu'à fin décembre. Alors ensuite, il faut faire l'addition de tous ces revenus, tous ces dividendes qui vous tombent, qui sont des dividendes. Hein, des dividendes, c'est des revenus passifs, hein, puisque c'est le thème aujourd'hui. Donc là, on voit qu'on a 50 000 € et quelques de dividendes passifs, 50 075 €, mais tout ça, c'est brut. Avec, donc, si on divise par 12, 4 171 € de revenus issus des dividendes bruts. Alors tout ça, il faut effectivement le quantifier pour vous aider à évaluer vos revenus de dividendes. Et de là, en découle un autre tableau, hein, sur une autre page Excel. Vous avez donc toutes les actions que vous aviez dans le précédent tableau, d'ailleurs, sauf que là, c'est annualisé. Donc là, vous l'avez sur un an, vous avez le total de tous les titres. Mais par contre, vous avez, donc, suivant les endroits où sont ces titres, soit sur des sociétés, soit sur un PEA, vous les avez donc en fait d'une manière annualisée et on redivise par 12. Mais par contre, ce tableau tient compte du patrimoine immobilier que vous voyez ici. Donc vous avez des loyers qui tombent, vous avez 2 loyers qui tombent avec des charges qui sont donc déduites du loyer, hein, puisque c'est des revenus passifs, il faut déduire les charges et les impôts. Et donc quand vous retirez tout ça, vous avez donc là, pour l'exemple, hein, 1015 € qui tombent tous les mois, net d'impôts, et par mois en dividendes. Vous avez des dividendes de société qui représentent 1108 € et des dividendes PEA 1622 € et des dividendes à titre perso sur un compte titre normal 173 €. Si vous faites l'addition de tous ces dividendes, vous arrivez là à un revenu, hein, puisque c'est une somme de dividendes et une somme de loyer additionnelle, et vous arrivez à 3 919 €,08 par mois, net d'impôts, hein, puisque là, vous avez tous les impôts qui sont déduits de ce qui nous reste en fait, hein, de ce qu'on gagne, et donc nous reste 3 919 € mensuels. L'intérêt de ce tableau, c'est de vous motiver à augmenter ces 3 919. Là, par exemple, l'objectif, c'est de dépasser les 4 000 € et on verra dans quelques mois, je vous montrerai que certainement j'y arriverai. Donc, le but est de effectivement se motiver et d'avoir un tableau Excel ou des tableaux Excel. Ça permet effectivement de se motiver. J'en profite pour vous dire aussi que c'est toujours très bien d'avoir une évolution de votre patrimoine. Là, on a une évolution de mon patrimoine depuis les années 80 jusqu'à nos jours, hein, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très important de voir un petit peu comment fluctue votre patrimoine. Est-ce que vous avez des mouvements erratiques là comme ça, là où c'était pas très bon? Donc la gestion à ce moment-là n'était pas super effective, on va dire. Là, c'est un peu amélioré sur ces pratiquement 10 dernières années où on a un rundown beaucoup moins important que sur cette année-là. Mais faut pas oublier que cette année-là, c'est pas pour dire que je suis le meilleur gestionnaire de la planète, mais que cette année-là, c'était la crise de 2008 qui a fait mal à beaucoup de monde. Et donc, voilà quoi. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur le long terme, quand on voit ça, finalement, c'est pas grand-chose, hein, par rapport à ce qui se passe derrière, hein. Quand on était en 2008, on voyait pas tout ça. Donc quand on était en 2008, quand on a vu nos actifs baisser, à ce moment-là, on était quand même assez impressionné par notre appauvrissement. Ceci dit, il y a toujours des dividendes qui tombaient, des loyers qui tombaient, et on a continué à réinvestir.
à faire de la DCA, et on voit aujourd'hui que le résultat est très payant, même si depuis la guerre là d'Ukraine, on voit que on repère un peu d'argent. Quand je dis un peu d'argent, c'est quand même des sommes proches de plus de 50 000 euros qui sont reperdus par rapport au plus haut. Donc après, il faut accepter que les marchés ne montent pas jusqu'au ciel et ne montent pas tous les jours. Il y a forcément des situations de crise, des situations où les marchés baissent. N'empêche que les revenus de vos dividendes continuent de tomber. On va regarder deux ou trois actions comme par exemple Total sur zone bourse pour voir combien Total verse de dividendes notamment, et on voit que le rendement de Total pour 2022 est de 6,28%. Il sera estimé à 6,53, 6,51 pardon en 2023 et 6,66% en 2024. Moi, j'estime que ces rendements supérieurs à 6% sont de très très belles opportunités aujourd'hui. On en reparlera dans quelques années et vous verrez que ceux qui ont acheté ces titres ne le regretteront pas. On va regarder Shell Midstream Partner qui fait partie d'une de nos plus grosses lignes aussi avec Total sur PowerTrade. Là, on est carrément supérieur à 6% puisqu'on affiche du 8,43% en 2022. 8,55% en 2023 et 8,71% en 2024. Tout ça, c'est des perspectives. Ceci dit, n'oubliez pas que nous, on est sur ce titre depuis pas mal de temps et qu'on les a achetés à moindre coût qu'aujourd'hui. Et donc, qu'en 2021, on avait un rendement de plus de 11%, pratiquement 12% de rendement. Et en 2020, on avait même un rendement de 18% et quelques. On va faire une troisième au hasard. On va prendre Ternium, qui est une des valeurs, par contre, qu'on vient de mettre en portefeuille il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est pareil, c'est une valeur qui, en 2022, nous procure 6,31% de rendement. On aurait un rendement estimé qui devrait baisser dans les prochaines années à 5,84% en 2023. On aura le temps de se défaire du titre. On a déjà des grosses plus-values sur ce titre, mais notre ligne étant petite, on va la conserver en diversification. Et de toute façon, même un rendement à pratiquement 4%, c'est toujours pas si mal par les temps qui courent. Alors, puisqu'on a abordé maintenant, on a fini d'aborder les actions à rendement, on va regarder quand même les cryptos qui, je le rappelle, doivent pas dépasser 3% de votre capital pour des raisons de sécurité. Et aujourd'hui, dans les cryptos, quand vous regardez, si vous mettez vos actifs crypto, on pourrait dire, pour vous expliquer, pour ceux qui connaissent pas les cryptos, dans un coffre, si vous les stakez, si vous les mettez à disposition de, par exemple, Binance, moi je suis chez Binance, vous avez des rendements, par exemple là, le BNB qui est pratiquement à 13%, on est à 12,99%, le ADA est à 11,23%, vous avez du VET à 7,32% et du Bitcoin à 5%. Alors tout ça, si vous stakez sur du stake long terme est bloqué, vous avez des rendements élevés. Alors, vous pouvez cliquer là pour staker, si vous avez de l'argent à staker, enfin des cryptos à staker. Par contre, c'est pas toujours disponible. Il y a une certaine somme qui est allouée à staker. À quoi sert cet argent quand vous stakez vos crypto-monnaies? Ça sert en fait à farmer les nouvelles transactions ou nouvelles cryptos ainsi créées, plutôt que d'utiliser de l'électricité par des calculs pas possibles. Aujourd'hui, il existe une technologie de staking qui est ce qu'on appelle la proof of vous avez la proof of work qui utilise de l'électricité, beaucoup d'électricité, et la proof of stake qui est ce système qui vous permet d'authentifier des transactions de part des gens qui, comme vous et moi, mettent à disposition leur crypto-monnaie pour prouver l'existence de ces nouvelles transactions. C'est un peu compliqué, je suis pas rentré dans les détails, mais moi-même je suis pas un spécialiste des cryptos, mais vous voyez les rendements procurés
ils sont intéressants. Alors juste pour vous montrer, hein, quand vous stakez, par exemple, moi je stake, là on voit ici toutes les crypto-monnaies, donc on va aller sur mon compte. Et là on voit toutes mes crypto-monnaies qui sont stakées. Et justement je vais aller voir, hein, faire un petit tour sur comment, parce que vos intérêts ils viennent une fois par jour automatiquement s'additionner à votre total. Donc vos intérêts sont distribués tous les jours ou quasiment tous les jours. Et si vous avez un compte Binance, mais ça existe, ce type de carte existe aussi sur d'autres plateformes de crypto. Vous pouvez avoir une carte, par exemple là sur Binance, vous avez une carte, une Black Credit Card, qui vous permet d'avoir du cashback. Alors, par exemple, là, moi, j'ai fait un achat ici de 9,90 €, hein, le 5, c'est-à-dire il y a 3 jours. Et sur ces 9,90 €, j'ai donc 29 centimes qui me sont crédités. Alors, plus effectivement vous dépensez, plus vous avez du cashback qui vient ici s'ajouter à ce qu'il y a sur votre compte en crypto-monnaie. Moi, je laisse jamais beaucoup d'argent sur le compte en cash, hein, juste ce que j'ai besoin de dépenser pour 3-4 jours, voire la semaine. Et puis, quand j'ai du cashback, comme là aujourd'hui, je fais un transfert. Vous voyez, donc on va dans transfert. On va voir Funding Wallet Spot, donc on inverse. Et là, on voit qu'on a des euros et des BNB. Et mes BNB, je vais mettre 100% de mes BNB et je vais les transformer sur le spot. Et puis maintenant, on va aller sur le spot. Alors, pour aller sur le spot, on va là, voilà, on va sur le spot. Et sur le spot, on peut aller voir ici, on voit tous les intérêts qui sont en fait qui sont tombés ces 2-3 derniers jours, puisque ça fait 2-3 jours que j'ai pas été voir ce compte. On va convertir toutes ces petites crypto-monnaies. On va ici, on convertit. Alors vous n'êtes pas obligé de les convertir, hein. Vous pouvez les garder, vous pouvez racheter du Bitcoin et additionner ça et les staker, et donc les mettre au coffre, hein, pour générer des intérêts. Mais là, moi, je vais ici convertir tout ça en BNB, vous voyez, et donc je convertis et je confirme. Voilà, donc tous ces intérêts sont donc convertis maintenant en BNB. Et je ne dois pas avoir assez de BNB à staker, mais on va voir, sinon ça le fera automatiquement de toute façon. Donc on va dans BNB Vault, donc c'est un coffre-fort pour mettre ses BNB. Et là aujourd'hui, on voit que j'ai on va voir mes BNB s'afficher. Voilà, donc j'ai 12 46 66 BNB qui sont stakés et qui procurent un intérêt. Et là, je vais staker l'ensemble de ce que j'avais ici en intérêt. Donc je fais max, je clique ici, hein, pour dire que je suis d'accord avec tout le bastringue, hein, de ce qu'on n'a pas lu, hein, comme vous le savez, et je confirme. Et de 12 46 66, je me retrouve à 12 46 81 BNB. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait grossir globalement son portefeuille en crypto, que ce soit des BNB, des bitcoins ou autres. En tout cas, c'est là que vous avez peut-être le meilleur moyen d'avoir un rendement élevé. Et puis vous avez par contre effectivement, et c'est pourquoi je vous encourage à ne mettre que 3% de votre portefeuille maximum sur les cryptos, vous avez des variations parfois considérables sur, là aujourd'hui c'est pas grand chose, plus 0,7% sur le BNB, plus 0,28 sur le BTC et le TH plus 1,59%, mais parfois vous avez des variations plus de 10% comme ça dans la journée, et si vous n'avez pas le cœur accroché, effectivement, si vous avez mis tout votre argent sur des cryptos, d'abord c'est risqué, et ensuite vous risquez de vendre à perte
en paniquant tout simplement, parce que vous ne serez pas forcément capable d'accepter des baisses très très conséquentes. Puisque j'ai mon portefeuille de Giro qui est donc ouvert, j'en profiter pour vous montrer que sur les actions, parce que j'ai pas mal de comptes au Crédit Agricole, Fortunéo et autres, mais franchement, la plateforme de Giro est quand même très intéressante parce que vous avez d'un seul coup d'œil ici toutes vos actions. Donc vous pouvez voir toutes vos actions en portefeuille avec le total de vos plus-values ou moins-values. Donc c'est assez intéressant de pouvoir le voir d'un seul coup d'œil. Mais si vous allez un petit peu plus bas, vous avez aussi les dividendes à venir. Ça, chez Fortunéo, Crédit Agricole ou autre, tout ça, ça n'existe pas. Donc c'est très intéressant de pouvoir être en capacité de se dire tiens, il y a ça qui va tomber. Alors bon, moi, le compte de Giro, ça reste quand même un petit compte par rapport à l'ensemble de mes actifs. Mais franchement, je trouve que leur plateforme est vraiment pas mal. Et il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que là, vous voyez les positions ouvertes, c'est-à-dire tous les gains qu'on peut faire là aujourd'hui si vous vendez tout ça, gain ou perte, mais vous pouvez voir aussi les positions fermées. Tout ça pour dire que c'est très intéressant de voir sur le long terme, parce que ça archive tout depuis le début, de voir combien vous gagnez et perdez quand vous tradez, quand vous achetez et vous vendez des titres. Par exemple là, en l'occurrence moi, qui achète et qui vend relativement souvent, mais qui reste quand même en position suffisamment longtemps pour attendre d'être en capacité de faire des plus-values. Parfois, je sors de titres avec des petites moins-values parce que je ne crois plus en la position. Parfois, il faut savoir sortir. Mais vous voyez que 98 fois sur 100, on fait des bénéfices en étant patient. Et quand on fait des pertes, on fait des petites pertes. Hein. Par exemple, là, vous avez une perte de 79 euros et vous avez juste à côté un gain de 217 euros. Puis par contre, vous avez beaucoup plus de gains que de pertes. Et quand les pertes sont affichées, les pertes sont minimes. Vous voyez là, 1,14 €. Donc, vous en avez d'autres là, une de 79 euros qui est la plus grosse, je crois, une de 3,85 € et une de 94 centimes. Donc vous voyez que par contre, quand on fait des gains, c'est 298 euros, c'est 138 euros, c'est 132 euros, 97 euros, etc. Et quand on regarde sur les positions ouvertes, donc les positions encore en pause, on a carrément là des pauses, par exemple sur Pfizer avec plus 1390 euros, sur Ternium 499 euros, etc. Donc ce qui est important, c'est pas seulement d'avoir des dividendes, c'est d'avoir des positions qui vont aussi vous donner de la plus-value. Hein. C'est quand même important de préciser ça. Une autre chose qui est importante, hein, là moi je le mets ici hein, sur l'évolution du patrimoine, c'est l'évolution des monnaies. Là vous avez, nous on a un petit peu d'argent investi sur la bourse de Singapour, donc la variation des dividendes qui vont tomber en dollars singapouriens, en Thai baht, en yens ou en US dollars ont une importance sur le dividende final. Quand vous allez sur le dividende final, vous retrouvez ici ces changes. Et je peux vous dire une chose, c'est que parfois ça change complètement la donne. Donc c'est important de diversifier ses actifs aussi en termes de monnaie géographique, de façon à diminuer les risques de change. Donc le livret A, on n'en parlera pas. Les obligations, je vous en ai un petit peu parlé. C'est pas le moment d'acheter des obligations parce que les taux sont en train de monter. On va voir un petit peu maintenant l'immobilier. Alors l'immobilier, moi perso, je suis pas favorable à l'immobilier, sauf en termes de diversification. On va là voir un programme
un petit programme immobilier d'une résidence dans laquelle moi j'avais, avec ma SCI, à un moment donné, réussi à acquérir 36% de ce bâtiment. Et donc j'ai conservé les données du programme immobilier à la construction de ce programme. Donc ce programme, donc là que je vous montre, c'est tout simplement une plaquette qui était distribuée à la vente de ces logements. Alors là, cette plaquette montre un gros plan sur la résidence avec 66 studios, 10 appartements 3 pièces, 2 appartements avec terrasse dans l'étage, le dernier étage supérieur, et 72 places de parking. Donc il y avait un étage type qui était dans le document, où on voit le 3 pièces ici, et puis tous les studios qu'on retrouve dans ce bâtiment, avec le couloir qui mène à chaque appartement. Là, vous avez le studio modèle avec la pièce principale, la petite cuisine, la salle de bain avec baignoire, l'entrée et les placards. Et puis ensuite la plaquette explicative pour vous dire voilà comment réserver votre appartement. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que c'est un immeuble de 1973, c'est que à l'époque, le versement initial était de 5% du prix total de l'acquisition. Et c'était pas le mieux qu'on puisse faire, puisque souvent, à cette époque-là, on pouvait même ne rien verser initialement, et même payer ses frais de notaire et les inclure dans le crédit, à une condition effectivement d'avoir prédéterminé avec son banquier cette opération. Alors ces documents là que je vous présente sont un petit peu vieillots, hein, ils sont un peu jaunis, il y a même des écritures à l'époque qui avaient été écrites dessus, mais on voit clairement que pour acquérir un studio, il fallait disposer, si on voulait payer cash, 60 000 francs. Dans l'hypothèse d'un crédit à 80%, ce qui était raisonnable en fait. Mais quand on regarde dans les faits, et un 3 pièces, ça coûtait, en gros, ça coûtait 148 000 francs. On va rester sur le studio, hein, puisque quand on veut faire des revenus passifs, on est plutôt sur des petites surfaces, et donc on va regarder un petit peu ce qui en découle. Et ce qui en découle, c'est que quand on faisait l'achat d'un studio à 60 000 francs à cette époque-là, en gros, on s'endettait alors que les taux étaient de 7, 8%. On s'endettait sur 12 ou 15 ans. Et l'intégralité du prêt ayant servi à ce bien était facilement remboursable, puisqu'il était remboursable tout simplement par le loyer encaissé chaque mois. Donc il était facile de trouver un banquier qui, si vous n'aviez pas d'impayé, était prêt à vous prêter chaque année de quoi refinancer 1, 2, voire 3 nouveaux projets. Il était même possible de faire comme moi-même je l'avais fait en SCI, de regrouper chaque année l'ensemble des actifs ainsi financés dans une seule et même identité, en l'occurrence une SCI, afin de disposer chaque année d'une enveloppe de capacité d'emprunt de plus en plus importante et de financer donc chaque année de nouvelles acquisitions. Et cerise sur le gâteau, la hausse de l'immobilier augmentant, levier de crédit permettait de s'enrichir passivement avec l'argent de la banque. Donc dans les années 80, les rendements dans l'immobilier avoisinaient les 5%, dépassaient souvent même les 5%. La moyenne des plus-values annuelles, c'était du 8%. Et donc de ce fait, puisqu'on empruntait quasiment 100%, et souvent même 100% du projet avec l'argent du banquier, à l'aide d'une hypothèque, hein, bien sûr, ou d'un privilège de prêteur de données, on se retrouvait avec un risque
proche de 0%. Alors vous me direz, oui, mais les taux étaient hauts, mais moi je vous répondrai, mais on s'en foutait, car c'était le locataire qui payait le financement de l'opération. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un rendement qui dépasse rarement 2%, et donc là j'ai pris le meilleur des cas, hein. Une moyenne de plus-value qui est rarement au-dessus de 5%, on est plutôt proche de 3,5% à mon avis, donc j'ai encore pris aussi là le meilleur des cas. Et là, on a un risque qui lui a explosé, puisque on avait quasiment un risque de 0% et un risque de 20%. Et vous allez me dire, ouais, 20% de risque, tu vas pas avec le dos de la cuillère. Oui, c'est vrai, mais quels sont les risques? Je vais essayer de vous les lister vite, fait, bien fait, brièvement. Le premier risque, c'est les impayés du locataire. Les impayés ont explosé ces dernières années. Deuxième risque, à mon avis, il n'est pas rare de voir des couples s'endetter sur 22 voire 30 ans, alors que moi, à mon époque, je m'endettais sur 12, 15 ans, seul. Donc vous voyez que l'acquisition d'un bien aujourd'hui fait que ça me paraît pas raisonnable de se mettre le boulet au pied sur 30 ans. Rentabiliser un bien sur 30 ans, ça prouve bien le caractère de dangerosité, alors que il y a quelques années, on était sur plutôt 15 ans. Mais bref, il y aura toujours un tonton Daniel qui vous dira oui, mais l'immobilier, c'est du solide. Quoi qu'il arrive, il te restera toujours ton bien. Moi, j'en serais pas si sûr. Allez dire ça à un Ukrainien qui a vu son immeuble rasé à Mariupol ou ailleurs. Imaginez que Monsieur Mélenchon soit élu, lui ou un de ses copains, et qu'il spolie d'une manière légale vos biens pour que l'on puisse loger tous les miséreux de France et de Navarre qui frappent à nos portes. Bref, quand j'étais jeune et beau, avec un SMIC, en 1980, j'utilisais 20% de mon salaire pour payer mon loyer. Le loyer d'un studio, hein, je précise. Aujourd'hui, un jeune, sur le marché du travail, pour ce même studio, doit payer l'équivalent de 80% du SMIC. Moi, perso, quand je regarde les annonces immobilières, je suis assez halluciné. Mais, un point important aussi à signaler, les charges locatives ont complètement explosé ces dernières années. Les charges que vous recevez de vos syndics à cause des normes, des charges impayées, donc des avocats, et on commence à voir aujourd'hui des immeubles en faillite à cause du nombre croissant de propriétaires qui ont du mal à payer leurs charges. Il y a aussi un point important que j'aimerais signaler, c'est le nombre de divorces qui lui aussi a complètement explosé ces dernières années, entraîne une pénurie de logements puisque une famille a besoin aujourd'hui de 2 logements. Ce phénomène touche plutôt les grandes surfaces, un type 2-3 pièces que les studios, mais ça réduit considérablement la solidité financière des locataires. J'ajouterai encore un point, c'est le risque de chômage, qui est un facteur à ne pas négliger. 80% de son salaire pour se loger. N'est-ce pas une alerte? N'est-ce pas un signe que quelque chose ne va pas? Regardez ce petit tableau. En 1973, je vous l'ai montré tout à l'heure, les documents preuve à l'appui, il fallait 60 000 francs pour acheter un studio de 28 mètres carrés. En euros, 91 046 euros. Non, qu'est-ce que je raconte? 9 146 euros. 9 146 euros. En 2022, on n'est plus en francs, hein, c'est 350 000 euros pour un 28 mètres carrés. 358 000 euros. À Paris, hein, je parle du même immeuble, hein, l'immeuble que je vous ai présenté tout à l'heure. Les prix ont, en 49 ans, on va dire 50 ans pour arrondir,
en 50 ans, les prix ont été multipliés par plus que 38. 3800% de hausse en 49 ans. Est-ce bien raisonnable? 3800% de hausse en 49 ans, soit 77% par an. Bon, pas mal. C'est vrai que l'immobilier, ça a eu payé. Maintenant, ne croyez-vous pas que ça doit s'arrêter? Comme je le dis souvent, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et je pense que l'immobilier, lui aussi, fait partie d'actifs qui sont en bulle, survalorisés par rapport à la capacité, au pouvoir d'achat, à la capacité de nos concitoyens d'acheter des biens immobiliers aujourd'hui. Personnellement, à ces prix-là, moi, j'ai fait le choix, il y a pratiquement une dizaine d'années, de redevenir locataire. Je suis certain que je suis gagnant à être locataire plutôt que propriétaire aujourd'hui, tout du moins dans Paris. Je parle du type d'immeuble comme on a vu tout à l'heure dans le projet. Bref, aujourd'hui, néanmoins, il me reste 2 biens que vous pouvez voir là dans la partie immobilier. Donc ça représente 44,4% de l'ensemble des actifs. Alors, à savoir qu'on était plutôt à 70% il y a quelques années, et aujourd'hui j'ai réduit progressivement, drastiquement cette partie immobilière. Je pense que je vais conserver ces 2 biens immobiliers où j'en vendrai peut-être un. Pourquoi? Parce que bon, ce sont des biens qui sont dans une SCI où mon imposition est sur l'impôt sur les sociétés, et donc si je venais à vendre ces biens, je paierais énormément d'impôts en plus-value. Donc tout ce que je peux tendre à faire aujourd'hui d'une manière rationnelle, c'est d'augmenter mon portefeuille actions progressivement pour diminuer mécaniquement mon pourcentage immobilier, qui de toute façon procure un rendement de par les loyers, et ces loyers sont réinvestis dans les actions. Donc voilà ma stratégie. Je pense que malgré tout ce que j'ai pu dire sur l'immobilier, effectivement, l'immobilier, c'est plus ce que c'était, ça sera certainement pas aussi rentable que ça l'eût été. Il faut en prendre conscience, et que on a certainement plus intérêt à investir dans des actifs en actions sur les bourses internationales que dans l'immobilier parisien, voire l'immobilier français aujourd'hui. Le couple rendement-risque dans l'immobilier n'est plus du tout attrayant. Donc, par contre, en diversification, un bon portefeuille ne se constitue pas uniquement que pour le rendement. On doit avoir aussi toujours à l'esprit le besoin de diversifier au maximum ces actifs, et donc il faut pour ce faire avoir des crypto-monnaies, des actions et un peu d'immobilier. Là par contre, dans mon portefeuille actuel, je juge que j'ai trop d'immobilier. Il faudrait que je diminue environ par 2 cette cet actif immobilier, et ça sera fait dans les prochaines années progressivement. Voilà, donc les revenus actifs, passifs, pour terminer, c'est complètement différent des revenus passifs. Les revenus passifs, c'est en fait gagner de l'argent en dormant. En fait, c'est sans travailler du tout, c'est-à-dire sans travailler, et vous avez des revenus qui tombent tous les mois. Donc ça, c'est très important de se constituer ça dès son plus jeune âge. Là, moi aujourd'hui, je suis à un âge de un peu plus de 60 ans, donc j'ai forcément un portefeuille plus gros qu'un jeune qui découvre cette vidéo, qui a peut-être 18 ans. Mais le fait est que j'encourage le jeune
qui a 18 ans, 30 ans, même 40 ans, qui n'a encore rien fait, de se constituer ce type de revenu passif en vue de sa retraite, en vue d'augmenter son pouvoir d'achat à tout moment, ou de partir en retraite plus tôt. Hein. Aujourd'hui, c'est d'actualité, hein, ce genre de pratique. Mais par contre, un revenu passif, ne croyez pas que ça se construit en 5 minutes, en quelques mois, et ni même en quelques années. Il faut un bon nombre d'années pour pouvoir se constituer un revenu passif conséquent. Et souvent, il faut toute une vie, donc toute une vie de travail pour arriver en retraite à peut-être espérer vivre mieux que quand on était travailleur actif. Voilà, je vous souhaite une bonne chance dans vos revenus passifs. Hein. J'espère que vous avez tiré des éléments positifs de cette vidéo et n'hésitez pas à me mettre des commentaires dans cette vidéo. Des petits pouces aussi, hein, j'aime, hein, il paraît que c'est bon pour le référencement, s'il vous plaît. Moi, je gagne pas d'argent hein, à vous faire des vidéos, mais des petits pouces bleus, ça fait plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end, puisqu'on est vendredi début d'après-midi. Hein, je fais cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui, parce que j'ai affaire ce soir. Mais voilà, en tout cas, excellent week-end à vous!